proyectarla. Disculpen, antes de que empiece a entrar la... Ok, voy a empezar a proyectar mi pantalla ahora mismo. Gracias. Sí, por favor. En Uruguay viven 3,4 millones de personas. En 2020, más de 100.000 personas cayeron bajo la línea de pobreza. Se estima que 8 millones de platos fueron ofrecidos por las ollas populares. Las agricultoras y agricultores significan un pilar fundamental en el apoyo a las mismas. En tiempos de crisis, se activan y reviven respuestas sociales de solidaridad, donde los alimentos y las semillas se han puesto en el centro de la vida. Bueno, puedo decir desde que muy niña he transitado el placer de tener la semilla en mis manos. En mi casa siempre hubo una huerta, recuerdo claramente. Quand j'étais enfant, je jouais beaucoup avec les semences, j'aimerais bien les avoir dans la main. Et nous avons aussi beaucoup d'aliments dans un espace qui n'était pas plus de 400 mètres carrés. L'idée était de former un groupe qui a vu le jour en 2002, alors que nous étions en pleine crise. Les gens avaient besoin de travail et nous avions aussi besoin d'alimentation saine. Nous croyons vraiment dans l'agroécologie, c'est la façon d'arriver à la souveraineté alimentaire et de réduire la dépendance des intrants extérieurs. Nous avions quelques semences, nous n'avions donc pas besoin de venir qu'elles viennent d'ailleurs. J'étais plus tranquille et je comprenais que nous avons aussi nos médicaments qui poussaient ici de façon collective et que nous pouvions tous consommer les aliments ici. C'était une des stratégies pour nous confronter à la situation dans laquelle nous étions au niveau de la santé, de la nutrition, qui sont bien sûr très liées à une production organique. Nous disions ici que ça a apporté des réponses à beaucoup de groupes et beaucoup de personnes individuelles qui n'avaient pas besoin de beaucoup de connaissances pour faire un petit jardin sur leur terrasse, et que ça leur serve et qu'ils puissent faire pousser leurs aliments et qu'ils comprennent ce qu'on veut dire quand on parle d'alimentation saine, de souveraineté alimentaire. Bonjour, bonsoir, bien sûr. Bienvenue à ce webinaire organisé par le mécanisme de la société civile et des peuples autochtones pour présenter notre réponse à une crise alimentaire mondiale. C'est une réponse populaire. Ce webinaire nous présente aussi les résultats d'une consultation populaire et représente une signification importante grâce à la portée de ce que nous avons fait. Nous avons fait des consultations en ligne et des séminaires virtuels. Il est important de souligner que cette consultation populaire, pour nous, est très importante car nous avons recueilli nos importances, nos idées, nos propositions, nos demandes pour les gouvernements. Et nous pensons que dans ce rapport, il y a les demandes principales qui pourraient former les points de départ de la réunion du CSA. En réponse à cette crise dans laquelle nous sommes, crise qui a été augmentée par la pandémie et aussi par la guerre en Ukraine et les guerres en général. Nous voulons dire que cette consultation mondiale a été organisée en 2022 par le mécanisme de la société civile et des peuples autochtones. Et ça
porter. Nous avons envoyé un questionnaire en ligne et nous avons eu plus de 20 heures de conférences en ligne, plus de 539 contributions de 63 pays dans beaucoup de langues, dont le thaï, l'arabique, le tagalog, le russe, le portugais, l'espagnol, le français, l'anglais, entre autres, ce qui montre la diversité des apports que nous avons recueillis dans tout le monde. Je souhaite donc la bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Merci de nous accorder un peu de votre temps pour contribuer à cette présentation que nous allons développer devant vous. Ces messages que nous allons développer aujourd'hui, nous espérons qu'ils vont être recueillis et utilisés lors de la prochaine plénière du CSA en octobre. Je vais donner la parole à notre collègue André Luzzi, qui va nous faire part d'une expérience, ce que nous faisons, nous, dans nos territoires, sur le terrain, et que nous avons fait lors de la pandémie afin de résoudre certains des problèmes. Et pas seulement les problèmes de la pandémie, mais aussi pour pouvoir contribuer à une vie, une alimentation plus saine. Aussi de faire passer les connaissances populaires, essayer de répondre à cette urgence que la pandémie a placée sur nous. Et dans des situations où les producteurs et productrices d'aliments ont pu aider les habitants des villes et leur fournir, les aider à mettre sur la table le pain quotidien et à lutter contre la faim. Je crois que nous pouvons, vous pouvez me confirmer que nous avons André Luzzi présent ici. Bonjour Perla, bonjour à tous. Merci Perla. Nous sommes ici avec la joie des personnes qui luttent et aussi avec l'indignation éthique de ceux et celles qui ne peuvent accepter la faim et l'injustice. Nous sommes au sud de São Paulo, 25 km du centre de São Paulo, et nous allons arriver à connaître la cuisine solidaire, la cantine solidaire, qui a été ouverte lors de la pandémie, avec Madame Evelyne, une jeune femme noire qui travaille depuis plusieurs années dans ce territoire, qui a aussi fait des alliances pour lutter contre la faim. Les mouvements des travailleurs ruraux sans terre sont aussi engagés dans ce processus. Et nous avons aussi Carla Bueno du MST qui va parler un peu de cette expérience. Evelyne, comment fonctionne ce collectif? D'abord, ce que nous faisons, c'est produire de la nourriture, cuisiner des repas bio pour les familles qui sont dans le besoin de nourriture. Je voudrais aussi mettre l'accent qu'il s'agit de nourriture organique, biologique, que nous pouvons nourrir nombre de personnes de cette façon. Nous pouvons aussi donner à manger à des sans-logis, parents et enfants. Quelle autre action utilisez-vous dans cette organisation?
Et dans cette cantine, organisez-vous des marchés, d'autres événements? Oui, nous avons des programmes d'éducation, nous avons des compétitions, des classes de gastronomie, par exemple. Nous aidons les gens de différents quartiers et des gens qui descendent des Africains. Nous avons aussi des sessions de thérapie avec un soutien psychologique. Nous travaillons également sur les aspects émotionnels. Donc, nous travaillons avec l'estomac et avec l'esprit. Nous rencontrons des femmes enceintes et autres. Carla, j'ai quelques questions pour vous maintenant. Vous venez du MST, Mouvement des Sans-Terre. Quelle est l'importance de cette cantine pour arriver au droit à l'alimentation? Ces cantines communautaires sont développées au niveau de la communauté pour s'assurer qu'il y a la sécurité alimentaire et la sécurité nutritionnelle sur le terrain. C'est ici que nous pouvons garantir qu'il y a des aliments sains disponibles pour tout le monde. Nous produisons des aliments sans utiliser des produits chimiques. Donc, avec ces aliments, nous pouvons nourrir des zones urbaines. Mais cela aussi organise des liens entre les producteurs d'aliments et la population urbaine. Ici à São Paulo, cela se passe aussi dans d'autres États du Brésil. Et c'est grâce à des donations que nous pouvons aussi cuisiner dans ces cantines populaires. La communauté est très contente de pouvoir accéder à des aliments sains. Il s'agit de démocratiser l'accès à la nourriture. Une dernière question, Carla? Comment pouvons-nous arriver à des politiques publiques dans ce domaine et quel type de processus est-ce que vous avez mis en place lors de la pandémie pour assurer la sécurité alimentaire grâce à ces cantines populaires? Les politiques publiques doivent être soulignées par ces réalités. Il est important ces processus et le public sait très bien ce qui se passe. Et ces espaces ont besoin de beaucoup plus de soutien public. Cela se passe aussi dans la périphérie de nombreuses grandes villes où il est possible de fournir de l'alimentation organique qui est produite dans les alentours. Une dernière question pour Evelyne. Evelyne, quel est votre rêve pour cette cantine? J'en ai plusieurs, mais l'un de mes rêves est que les gens puissent retrouver les habitudes qu'ils avaient dans le passé en ce qui concerne une éducation saine. Et dans le passé, on ne nous apprenait pas à consommer de la nourriture, mais des produits. Donc, mon rêve est que nous puissions rappeler toutes ces pratiques ancestrales qui ont une bonne nutrition et pour que les gens puissent y avoir accès, afin que ce soit normal, comme c'était dans le temps. Donc, merci beaucoup. Ça devrait être facile d'avoir accès à cette nourriture. Nous vous laissons maintenant. C'était très bien de pouvoir vous faire passer les informations du terrain. Il faut
des mesures politiques, des politiques publiques qui puissent servir la souveraineté alimentaire et le monde dans lequel nous vivons. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup, André, Carla, Evelyne, d'avoir partagé cette expérience avec nous, cette expérience du terrain et ce que vous faites pour soulager les souffrances des communautés. Et nous espérons que ces politiques publiques vont pouvoir s'organiser et devenir ce que nous avons besoin et coordonner cela avec les gouvernements. Donc, merci beaucoup de ce travail, de cette expérience et nous continuons à partager cet espace et nous allons donner la parole maintenant à... Et avant de passer la parole à la présentation suivante sur le rapport, je voudrais vous dire à tous les présentateurs, présentatrices, que nous enregistrons afin que nous puissions la rendre publique après. Si vous avez des problèmes, eh bien, dites-le à nos camarades de la communication. Il y a interprétation en plusieurs langues pour les gens qui en ont besoin. Vous avez donc l'option d'interprétation. Nous pourrons revoir une autre fois la vidéo de la cuisine et nous allons donner la parole maintenant à Shalmali Goutal. Focus dans le sud afin qu'elle puisse nous présenter pendant 10 minutes ce rapport mondial des voix du terrain et trouver des solutions à la crise alimentaire systémique mondiale. Bienvenue, Shalmali. Merci, Perla. C'est un honneur d'être ici avec vous tous. Est-ce que vous pouvez m'entendre et me voir? Que quelqu'un réponde? Je vais aller aussi rapidement que possible. Les problèmes principaux qui sont présentés. J'en ai résumé quelques-uns dans mon rapport, mais je vais vous donner un peu plus d'informations. Ce que je veux dire d'abord de cette consultation, c'est qu'elle présente l'histoire de ceux qui sont les plus affectés par ces crises. Nous présentons les actions prises par les hommes, les femmes, les jeunes, les paysans, les peuples autochtones, etc. Et aussi les personnes qui sont déplacées. Essayer de présenter des réponses à ces crises. Vous l'avez vu dans les vidéos que André vous a présentées, c'était une des réponses, des initiatives de solidarité, des mouvements sociaux. Et ça se passe dans toutes les régions où le mécanisme existe. Nous devons reconnaître la nature structurelle systémique de la crise à laquelle nous sommes confrontés. C'est une crise des prix, c'est une crise du coût de la vie. Les prix de l'énergie, des aliments augmentent. C'est un résultat de la guerre en Ukraine. Mais ce sont les résultats d'une situation à plusieurs niveaux, beaucoup plus ancienne. Parce que ce qui se passe maintenant, eh bien, ça ne vient pas du ciel. Ça ne vient pas uniquement des conséquences économiques de la pandémie. Nous avons eu des destructions de l'écosystème aussi. Et l'une des choses que nous avons vues, c'est une surdépendance des chaînes de valeur mondiales et des productions basées sur les carburants fossiles. Cela a rendu tout le monde bien plus vulnérable. Et cela s'allie aussi à des règles d'investissement et de commerce injustes et une quasi-absence des réglementations du marché. Les réglementations du marché ont échoué complètement.
Il y a une spéculation sur les denrées alimentaires et les pays du Nord, les grandes entreprises profitent de tout cela. Il y a chômage, augmentation du chômage. Vous savez tous ce qui se passe dans les pays avec un niveau élevé d'endettement et une grande dépendance des importations de denrées alimentaires, avec les prix qui augmentent sans arrêt. Nous pensons donc Nous avons donc besoin d'une grande transformation des systèmes alimentaires et des modèles économiques qui ont causé cette solution. Cette analyse montre aussi que les réponses mondiales ont été fragmentées, superficielles et mal dirigées et souvent perpétuent les conditions structurelles qui ont enclenché ces crises. Depuis que la guerre en Ukraine a commencé, les initiatives mondiales pour remédier aux crises alimentaires se sont multipliées. Certaines initiatives de réponse immédiate, la plupart des réponses officielles ne sont pas adéquates et n'en proposent pas de solutions à long terme. Elles font partie de la logique du système actuel. Par exemple, le groupe de réponse à la crise mondiale sur l'alimentation du secrétaire général de l'ONU cherche à assurer un flux mondial d'engrais chimiques. Et tout cela contribue au changement climatique. Oui, le groupe de réponse à la crise mondiale sur l'alimentation il cherche à assurer un flux mondial d'engrais et de céréales, alors que les producteurs à petite échelle dans le Sud veulent en rompre leur dépendance. Et les G7 et la Banque mondiale ne travaillent pas pour la sécurité alimentaire, proposent d'augmenter le flot de denrées alimentaires et la suppression de barrières commerciales. La déclaration ministérielle sur la réponse d'urgence à la sécurité alimentaire qui a été adoptée à la 12e conférence de l'OMC engage les membres à une plus grande libéralisation du commerce, de l'alimentation, de l'agriculture et des problèmes de longue date tels que le droit des pays en développement à constituer des réserves alimentaires par des achats publics et le soutien à des prix rémunératifs ont été repoussés. Les agences basées à Rome, le groupe de réponse mondiale, le G7 voient la crise alimentaire mondiale d'un point de vue exclusivement de marché et de production et causée par les dérangements d'une gare entre deux pays exportateurs de produits agricoles. Ils refusent de reconnaître le rôle des politiques néolibérales qui ont érodé les systèmes alimentaires nationaux et rendu les pays dangereusement dépendants d'importations alimentaires avec des chaînes de valeur contrôlées par les grandes entreprises. Les puissances économiques se refusent à mettre en place les réformes structurelles nécessaires aux crises alimentaires. La réglementation du commerce alimentaire financier des marchés en diminuant la spéculation sur les produits agricoles, les injustices fiscales, en annulant les dettes et en mettant fin à la destruction économique. Je veux mettre l'accent sur les preuves montrent que les facteurs qui accentuent les crises continues. Le multilatérisme semble être un prétexte pour garder à la table les pays pauvres endettés, dépendants des importations, tout en s'assurant que les finances mondiales et les grandes entreprises maintiennent leurs profits et leur pouvoir. Mais ces agences n'ont pas le pouvoir de changer les règles. Nous avons trouvé qu'il y a une absence d'une transformation profonde des systèmes alimentaires fondés sur les droits humains, car le système alimentaire mondial continuera
à exploiter les peuples et la planète. Donc, à extracter les richesses, les ressources des peuples, les ressources de la planète pour obtenir plus de profit et de croissance. Donc, les preuves émanant du terrain montrent que l'un des plus grands impacts, c'est l'augmentation des inégalités. Les inégalités ont été exacerbées dans toutes les régions, surtout depuis la crise de la guerre en Ukraine. Et même si les produits alimentaires sont disponibles, ils ne sont pas abordables. Le chaos climatique a continué avec de plus en plus de catastrophes qui sont de plus en plus extrêmes. Il y a des supercyclones aux États-Unis, par exemple, en ce moment. Et des typhons en Asie du Sud. Les producteurs alimentaires de petite échelle souffrent des impacts de plus en plus sévères du changement climatique, sécheresse, canicule, incendies, inondations, cyclones. Les pays et les populations les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre ont les impacts les plus aigus, avec des récoltes décimées, ce qui cause une perte des moyens d'existence des peuples autochtones, des producteurs d'alimentaires à petite échelle. Nous voyons aussi l'impact de conflits, de guerres, de violences de l'État qui persistent et l'alimentation utilisée comme une arme géopolitique. Des conflits en Asie, Afrique, Amérique latine, en Europe causent des déplacements, des dépossessions, des migrations, la pauvreté, la faim et la discrimination. Nos secteurs ont aussi souligné que l'espace de plus en plus petit accordé à la société civile ces dernières 2 années et l'augmentation dans les processus démocratiques et l'augmentation des violations de droits humains a vu une participation réduite des détenteurs de droits dans les processus démocratiques. Et nous voyons que beaucoup des programmes offerts par les gouvernements n'ont pas bénéficié aux petites communautés, mais plutôt ce qu'ils ont fait, c'est de renflouer les grandes entreprises et ceux qui peuvent concentrer le pouvoir dans les chaînes de valeur. Je sais que je n'ai plus beaucoup de temps, je voulais dire rapidement, parler de l'augmentation de l'inégalité. Nous avons vu qui a été le plus affecté par les inégalités. Parmi ceux, les petits producteurs alimentaires. Et puis la division entre le urbain et rural s'est augmentée. Les États n'ont malheureusement pas donné assez de mesures. Nous avons vu des pertes de salaire, destruction des marchés, augmentation des coûts de production, perte d'éducation, accaparement des terres, augmentation des dettes, manque d'aspect aux installations de la santé, déplacement des territoires et aussi une discrimination de plus importante, surtout à cause des attaques sur l'environnement. Les migrations dues au stress ont augmenté. Les migrants ont de mauvaises conditions de travail, discrimination. Il est important de souligner les inégalités de genre et comment, à cause de cela, les femmes et les non-binaires sont particulièrement à risque en temps de crise et de rareté de l'alimentation. Et dans le contexte que nous voyons, les violences basées sur le sexe et le genre ont augmenté.
Parce que les femmes et les filles sont les donneurs de soins dans les maisons, dans les familles. Et il faudrait que nous voyions dans ces négociations une autonomisation des femmes et des jeunes filles pour qu'elles aient plus de pouvoir. Quelques points encore là, et la fragilité du système d'approvisionnement mondial. Cela a montré, les crises ont montré comment ce système est fragile à cause de la concentration de pouvoir. Si vous considérez les points chauds de la faim, ils dépendent en général de la production de céréales de la Russie et de l'Ukraine. Donc, ces pays qui en dépendent presque entièrement sont bien plus susceptibles, vulnérables. Donc, ce système d'approvisionnement mondial pour certaines denrées alimentaires ont aussi fait oublier les céréales natives de ces pays qui sont beaucoup moins produites et qu'il faudrait peut-être réintroduire et réutiliser. Et c'est ce qui ressort de ces consultations. Il y a aussi des réponses du gouvernement qui sont inadéquates ou absentes, une absence de mise en œuvre de politiques publiques. Beaucoup de gouvernements ont en fait démantelé les politiques publiques. Chalmali doit terminer. Si vous me donnez une minute. Comme la vidéo nous a montré, dans toutes les régions, les gouvernements ont reçu des pressions Ils ont dû bien sûr s'occuper de l'inefficacité d'action. Ils ont essayé aussi de donner de l'aide alimentaire. Ce que je vous donnais dans nos consultations, c'est de renforcer ce que nous voulions installer. Que les systèmes alimentaires soient plus locaux et dirigés vers le bien-être de la planète. Donc, des transformations qui soient basées sur les droits humains, sur la justice et respect de la nature. Maintenant, nos secteurs ont fait beaucoup de demandes de court terme et de long terme. Nous devons vraiment traiter l'urgence de ce problème, ce qui veut dire que dans ces mesures, qu'il faut arrêter la dépendance des importations alimentaires et soutenir l'approvisionnement local, transformer le système alimentaire vers l'agroécologie, mettre en place la souveraineté alimentaire, limiter le pouvoir des grandes entreprises, transformer les réglementations du commerce, assurer les droits humains et le multilatéralisme démocratique. Et que les voix du terrain puissent être utilisées. Il est important de dire que les politiques publiques doivent être en accord avec les transformations de ce système et que de bonnes politiques publiques de court terme peuvent devenir des blocs qui vont servir à établir un nouveau système. Et de la part du mécanisme, je voudrais souligner le besoin d'une orientation de conseil cohérent afin d'empêcher d'autres crises. Muchísimas gracias, compañera Shalmali, por esta presentación.
una brevísima síntesis de todo lo que contiene este informe. Ahí la compañera de comunicación ya puso el enlace para la gente que quiera acceder al informe, el mismo enlace que nos compartió Shalmali. Posteriormente vamos a tener la posibilidad de hacer algunos comentarios, pero ahora Nous pourrons faire certains commentaires dans cette deuxième partie de notre séminaire. Nous allons essayer de comprendre la crise et les réponses nécessaires. Nous avons des invités pour qui vont pouvoir contribuer avec certains éléments. Et c'est pour cela que j'aimerais donner la parole à David Navarro, qui est co-leader du groupe de travail d'alimentation du groupe de réponse de crise mondiale du secrétariat général de l'ONU. Il va avoir quelques minutes. Ça va être assez court, mais merci beaucoup une nouvelle fois à Shamali et bienvenue David. Merci beaucoup Perla. J'aimerais commencer par vous dire que je suis heureux d'être ici avec la société civile et les mécanismes créés par les personnes et au nom d'un comité de la sûreté de... Merci beaucoup pour la consultation populaire qui a été faite. Les 539 consultations qui ont été faites dans de nombreux pays et le rapport qui a été fait suite au Covid-19 est vraiment pour moi quelque chose de très instructif. C'est un privilège de pouvoir écouter des voix qui sont sur le terrain et cela dans plusieurs endroits du monde pour voir comment le Covid-19, les conflits et d'autres crises touchent la vie des personnes. J'aimerais remercier le MSC-PA pour me laisser participer et pour participer au réseau alimentaire avec un vrai critère dans leur participation. Et je vous remercie de continuer à être présent et d'enrichir notre compréhension et de faire ce qui nous rend capables d'apprendre et d'avoir le courage de trouver des réponses. Cela nous aide beaucoup. Votre approche des droits humains est la seule manière de travailler pour ces recommandations politiques dans ce groupe de réponse de ces crises de l'ONU. L'importance de ce travail ne diminue jamais. Et ce que j'aimerais souligner, et ce que j'ai pensé en lisant le rapport, et je pense qu'il faut prêter plus d'attention à cela, c'est que les inégalités ne font qu'augmenter. Dans la présentation de Shalmali, cela a été très clair que ces inégalités qui augmentent mènent à une crise sérieuse de l'accès à la nourriture, puisque trop de personnes dans le monde ne peuvent actuellement n'ont pas les moyens d'avoir un régime alimentaire correct. Et les femmes et les enfants sont en particulier très touchés. Et en lisant le rapport, c'est quelque chose de vide, on peut le ressentir. Ensuite, combiné avec la fréquence des catastrophes naturelles qui augmentent et des conflits, tout cela se mélange et rend la vie pour les personnes bien plus difficile. La société civile peut être un espace pour parler, pour faire porter les voix aux personnes qui prennent les décisions.
Et Gabriel Ferrero et moi, nous étions ensemble pendant l'Assemblée générale de l'ONU la semaine dernière à New York. Et ce qui était remarquable pour nous, c'était de voir comment les leaders de certains pays étaient très clairs en s'adressant aux personnes qui les écoutaient et qui disaient que cette polycrise, cette multicrise touche les personnes les plus pauvres de manière plus importante et ce serait euh, une grande tragédie que leur voix ne soit pas entendue et que nous ne puissions pas trouver de réponse. Mais nous sommes actuellement dans un environnement très compliqué pour euh, porter ce message aux leaders pour qu'ils puissent comprendre à quel point la situation est critique. En écoutant le secrétaire général de l'ONU qui disait que les pays euh, qui ont seulement un petit budget pour l'alimentation à cause de leurs dettes ou à cause du Covid ou de la baisse des impôts, certains pays ont vraiment une marge de manœuvre très faible pour répondre aux besoins des personnes les plus pauvres. Et quand ils essayent d'obtenir plus d'argent de la part des institutions financières internationales, ils trouvent des portes qui sont toujours fermées. Donc, j'ai écouté Monsieur Gutiérrez parler de cela avec les leaders des nations les plus riches pour essayer de trouver des solutions. Il n'y a pas de vertu en repoussant à plus tard ces solutions ou à trouver d'autres alternatives ou d'autres personnes sur qui rejeter la faute. Non, ces personnes, ces pays ont du mal depuis euh, la moitié de l'année 2021 et c'est à cause de plusieurs faiblesses dans le système alimentaire qui existent et qui sont clairement expliquées dans ce rapport et que nous devons aborder. Donc, je pense qu'il va y avoir des différences entre vos, vos prescriptions de ce qu'il y a à faire et ce qui sera écrit dans dans notre rapport. Nous sommes d'accord sur l'importance des mesures à court terme qui doivent être cohérentes avec les mesures à long terme. Les mesures à court terme n'ont pas forcément de valeur si elles vont à l'encontre des mesures à long terme qui répondent aux besoins. Nous sommes d'accord aussi qu'il faut supporter les initiatives des communautés locales. Nous sommes d'accord aussi sur le besoin de réduire la dépendance à la nourriture processée. Il faut aussi rendre l'import moins important. Il faut aussi restructurer ces systèmes. Nous avons une grosse tâche de persuasion face à nous dans les prochaines semaines et prochains mois pour que ce message puisse circuler et pour que les pays riches qui prendront les décisions ensuite puissent connaître cela. Peut-être qu'ils auront d'autres problèmes et qu'ils ne se rendent pas compte à quel point la situation est grave. Une autre remarque, c'est que le groupe de réponse à cette crise est d'accord qu'il faut réduire la dépendance à l'import de l'alimentation et améliorer l'autonomie nationale au niveau de l'alimentation et également de réduire la dépendance au marché, au commerce international. Transformer le système alimentaire est important et se concentrer sur l'agroécologie, également toutes ces recommandations dans votre rapport ont du sens pour nous.
peut-être que nous ne pourrions pas faire de telles recommandations par rapport aux autres points que vous avez mentionnés, mais nous allons prendre ces points pour limiter le pouvoir des entreprises, changer les lois du commerce, etc. Ce sont des choses qui sont essentielles dans les croyances de l'ONU. Nous voulons être certains que tous ces points sont apportés au niveau le plus élevé. Et pour terminer, j'aimerais simplement dire que je suis heureux d'avoir été invité ici. Nous aimerions beaucoup continuer et d'avoir des opportunités pour parler de la sécurité alimentaire et travailler euh, de- dessus avec différents procès. Et merci pour tous les conseils que vous pouvez nous donner pour notre travail futur et pour rendre la vie des personnes dans tout le monde meilleure. Merci beaucoup à tous. Muchas gracias, David Navarro. Merci beaucoup, David Navarro. Nous espérons que ce que vous dites, vraiment que nos propositions et nos demandes vont être emmenées jusqu'au groupe de travail et qu'il puisse y avoir un écho. C'est vraiment ce que nous espérons. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais inviter Gabriel Ferrero, le président du comité de sûreté alimentaire mondiale, qui va nous parler un peu de continuer cette compréhension de la crise et les réponses nécessaires. Merci beaucoup, David, et bienvenue, Gabriel. Merci beaucoup, merci Perla, et bonjour à tous, bon après-midi, et bonne soirée à tous et toutes les participants. Je vais parler en espagnol, c'est ma langue maternelle. Pour tous les hispanophones de la conférence. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup aussi aux interprètes. Chers collègues des organisations de la société civile des peuples indigènes, des peuples autochtones, merci à les participants. Bonjour à tous, chers amis. Tout d'abord, merci d'avoir eu une continuité du rapport précédent pour voir comment euh, nous vivons à partir du terrain de ces communautés, ces crises mondiales. J'aimerais d'abord reprendre un petit peu les mots de David Navarro. Je le remercie beaucoup pour sa générosité, pour avoir donné plusieurs points de vue au niveau du comité, surtout aujourd'hui. J'aimerais réfléchir rapidement sur le titre du rapport et la signification. Il s'appelle Les voies sur le terrain des solutions transformatrices aux crises systémiques globales. Rien que dans le titre, nous pouvons voir les premiers éléments clés qui sont fondamentaux pour le diagnostic, c'est-à-dire que ce sont des crises multiples à plusieurs niveaux et on voit des failles structurelles et systémiques et pas seulement au niveau culturel. Nous voyons aussi qu'il y a comme solution des transformations au niveau structurel. On voit aussi que la réalité qu'il faut raconter d'abord, c'est celle des voix qui racontent au premier niveau toutes ces crises. Ce sont les voix des communautés, des organisations. Ce sont elles qui apportent les visions pour qu'on puisse aborder la crise multidimensionnelle. Pour les personnes qui sont le plus touchées. Et pour ces voix aussi, il y a une vision de la transformation à long terme, pouvoir travailler sur le droit humain à l'alimentation. Ce sont des messages qui font partie de cette attitude
d'indignation éthique. André en a parlé dans son introduction. Et il décrit aussi les injustices de la libération aussi. Ce rapport que vous présentez aujourd'hui, évidemment, parle des divisions, des organisations qui font partie de la société civile. Il y a aussi des diagnostics et des propositions diverses, mais à mon avis aussi, il apporte aussi des éléments fondamentaux pour trouver des réponses à ces crises. Tout d'abord, comme nous l'avons déjà dit, il faut pouvoir incorporer la transformation. C'est nécessaire aussi au niveau éthique pour les systèmes alimentaires, pour la durabilité, l'inclusivité également, l'inclusion. Il faut incorporer ces transformations de façon urgente puisque c'est nécessaire. Ensuite, dans les réponses, il faut prioriser la réalité des personnes les plus touchées et évidemment, cela inclut les producteurs qui produisent 80% de l'alimentation mondiale, cela euh, à petite échelle. Évidemment, également, les travailleurs du système agroalimentaire, les petites entreprises, les coopératives aussi, comme le dit le rapport. Ensuite, il est impératif de trouver des réponses de manière urgente, mais également de manière coordonnée et cohérente. Je voulais partager une réflexion brève sur cela. Effectivement, dans la réunion de haut niveau que nous avons eue avec le comité en juillet, nous avons vu que les réponses ne sont pas suffisantes. Il faut les articuler dans les pays, dans les régions. Il faut aussi parler du mode de mise en place. Agir ensemble est fondamental également. Donc ça, c'est quelque chose de très important. La coordination n'est pas suffisante non plus. Il faut un plan. La semaine dernière, à l'Assemblée générale, il y a eu un message de la part du président de l'Assemblée générale, pardon, non, de l'Union africaine. Il disait que les initiatives différentes de différents groupes ou de pays étaient bienvenues, oui, mais il demandait également qu'il y ait qu'on puisse agir dans un cadre commun pour l'action. Ça, ce plan, c'est important pour la sécurité alimentaire, pour qu'il puisse faciliter des espaces, pour qu'on puisse mener à bien tout cela, pour qu'on puisse avoir une action euh, qui aborde et fournisse des solutions. Ça, c'est une des choses importantes dans le rapport. Je vais bientôt finir par là. Depuis le début des crises, nous avons essayé d'avoir dans cet espace de débat, de trouver des réponses et des solutions. Nous essayons de travailler ensemble avec le bureau du comité. Nous essayons d'agir toujours en coordination totale avec les Nations Unies et le groupe de réponse mondial. Évidemment, nous essayons d'avoir le plus d'impact possible, d'avoir un débat sur ces problèmes et nous en avons parlé lors de la convocation de New York en juillet. Ensuite, dans la session plénière, dans moins de 10 jours, nous aurons une séance prévue pour un espace comme cela avec les États membres, le système international, évidemment, tous les groupes, tous les mécanismes qui puissent avoir un espace pour partager leurs expériences. Et nous espérons que ce plan pourra avoir une forme coordonnée. Mon travail ici dans le comité,
c'est de pouvoir avoir un espace qui se consolide pour le bureau où nous puissions aborder le suivi, la coordination de ces solutions et pouvoir avoir un espace pour le comité, pour pouvoir créer ce cadre commun d'action, comme le disait le président de l'Union africaine. Pour terminer, simplement, j'aimerais vous remercier pour l'invitation, pour avoir fait aussi arriver l'invitation aux communautés autochtones et à la population civile. C'est très important pour nous et nous en reparlerons lors de la séance plénière dans 10 jours. Merci beaucoup, Perla. Merci beaucoup pour cette réunion et pour toutes ces voix des communautés et des personnes qui sont le plus touchées et qui doivent euh, trouver des solutions et les apporter au sommet euh, des leaders mondiaux. Voilà, merci beaucoup, Perla. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous vous remercions aussi d'avoir été ici. Nous prenons aussi la parole ensemble pour que nous puissions élaborer ce plan pour pouvoir répondre de manière coordonnée, bien sûr, et pour avoir un suivi de ce plan. Merci beaucoup pour votre intervention et maintenant nous aimerions inviter Michael Fakri, c'est le rapporteur spécial de l'ONU pour avoir une bonne alimentation. On va avoir un message clé de son dernier rapport. Merci beaucoup, Michel, Michael, merci beaucoup. Et merci beaucoup, Gabriel. Merci Parla et merci à tout Merci le monde de beaucoup à m'inviter tous. à parler aujourd'hui. Je vais commencer par être d'accord avec ce qui a été dit et je voudrais vraiment remercier le mécanisme. J'ai lu le rapport, j'ai écouté vos remarques d'aujourd'hui avec soin et je suis entièrement d'accord avec votre analyse et les solutions que vous proposez. Donc, je peux vous dire que je vais adopter la façon dont vous cadrez le problème et beaucoup des solutions que vous proposez aussi. Comme nous savons ici, depuis des décennies, la faim sont des problèmes politiques. Nous sommes toujours en crise des prix et ce n'est pas uniquement à cause de la pandémie. Je suis en désaccord avec David Navarro. Ce n'est pas que les gouvernements ne savent pas, ils connaissent bien les problèmes. Il s'agit que beaucoup de gouvernements n'écoutent pas. Ils sont ignorants. Les gouvernements ont aussi refusé de coopérer entre eux. Ils ont décidé, au lieu de continuer comme avant, de continuer à permettre à la spéculation de continuer. Nous avons des solutions. Le mécanisme a présenté de vraies solutions. On m'a demandé à l'Assemblée générale d'offrir mon évaluation. Dans l'Assemblée, j'ai fait un rapport et je vais le présenter en octobre. Et il y a beaucoup de chevauchements avec ce que nous faisons aujourd'hui. Voilà ce qui peut être maintenant. Beaucoup de gouvernements considèrent le plan de relance qu'ils ont installé lors de la pandémie comme des mesures d'urgence qui doivent se terminer. Cependant, ces mesures
qui améliorent le droit à l'alimentation ne devraient pas être traitées comme des réponses temporaires. Ces mesures sont des exemples de ce que nous pouvons faire pour transformer un système alimentaire. Les États devraient au contraire améliorer ces mesures du pandémie plutôt que de les terminer. Je vais vous donner quelques exemples de ce qui est efficace. Les transferts directs en espèces, des repas scolaires, un support aux marchés territoriaux, un soutien aux producteurs à petite échelle, les protections des droits des travailleurs, une production sociale et un soutien au gouvernement local. Voilà certains des défis structurels qui rendent plus difficile la transformation des systèmes alimentaires. Dette et finances. Les pays ont dû beaucoup emprunter pour répondre à la crise. Et les crises de la dette limitent les gouvernements dans ce qu'ils peuvent faire. Deuxième problème, c'est le système du commerce. L'OMC est lente et complètement inefficace dans sa réponse à la pandémie. Elle oblige les pays la capacité des pays à mettre en mesure des politiques alimentaires, elle rend cela beaucoup plus difficile. La puissance des grandes entreprises. Les grandes entreprises ont dominé les systèmes internationaux alimentaires depuis 40 ans. Et ce qui empire la situation, c'est que les grandes entreprises ont utilisé la pandémie pour en profiter et pour pousser les gouvernements à mettre fin à la mise en œuvre des mesures pour le droit à l'alimentation. Donc, devant ces changements structurels, ce que je recommande au gouvernement, c'est qu'il change la destination de leur budget existant. La plupart des pays riches subventionnent l'agroalimentaire et l'agriculture industrielle. Imaginez la transformation si nous donnions une portion de ce budget pour les pays pauvres. Ces pauvres pays pourraient essayer de changer aussi un peu leur budget existant. Donc, de quoi est-ce que ça aurait l'air? Il y a du bruit. Donc, la meilleure façon de concrétiser le droit à l'alimentation, c'est une transition vers l'agroécologie. Et pour permettre cette transition, les gouvernements devraient faire 3 choses. Une transition juste pour les travailleurs, les droits fonciers, une réforme agraire complète et aussi une limitation du pouvoir des grandes entreprises. Afin de faire cela, il faut que les pays travaillent ensemble. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Fédération russe, il y a une augmentation de la reconnaissance du droit à l'alimentation dans le système unionien parmi les États, mais en dépit de ces commitments, de ces engagements renouvelés au droit à l'alimentation, peu de pays et d'organisations internationales agissent dans ce cadre du droit à l'alimentation. Depuis les années 70, la communauté internationale s'est mobilisée pour avancer et approfondir la signification du droit à l'alimentation, sauf cette crise. Donc, lors de cette crise alimentaire sans précédent, le monde attend toujours un engagement multilatéral des États membres pour réaliser le droit à l'alimentation. Le CSA devrait être l'endroit où cet engagement à la droit à l'alimentation peut se renouveler. Une déclaration du CSA pourrait permettre une coopération qui pousserait les organisations internationales à réallouer les ressources pour arriver à la concrétisation de ce droit. Une déclaration du droit à l'alimentation pourrait pousser les gouvernements locaux, nationaux, les institutions politiques, publiques, les organisations de la communauté à adopter ce droit à l'alimentation, tout en traitant de la crise alimentaire. Donc, il y a une conclusion intéressante. Dans la conclusion, il y a coordination des réponses politiques à la crise alimentaire mondiale. Et dedans, il y a la vision, la déclaration de vision du CSA, où se trouve le droit à l'alimentation. C'est donc une opportunité pour continuer à encourager les pays à travailler ensemble. Les droits humains, c'est une langue partagée d'obligations, de responsabilités, de coopération internationale. Les droits humains, ce n'est pas un choix de politique.
Si les politiques réaffirment leur engagement vers le droit à l'alimentation et si les plans sont connectés, cohérents et en coopération, si le CSA à Rome réaffirmait le droit à l'alimentation, cela pourrait encourager donner un grand encouragement au droit à l'alimentation, à la déclaration du droit à l'alimentation à New York. Mais je vais terminer ici et merci de votre patience. 30 secondes. Le changement ne va pas arriver si les travailleurs, les paysans, les pasteurs, les pêcheurs, les peuples autochtones, les groupes de femmes, les groupes de jeunes n'établissent pas de nouvelles relations de solidarité. Cela s'est avéré comme important, un changement vrai et équitable. Voilà pourquoi ce rapport du mécanisme est très, très important. Merci beaucoup. Merci. Nous célébrons ces paroles qui coïncident avec beaucoup de nos réflexions et de nos demandes. Si les gouvernements pouvaient assumer cela et effectuer ces changements dans les politiques publiques. Donc, merci beaucoup de votre intervention. Et maintenant, je vais donner les 5 dernières minutes de cette partie à Sefo Sami de la Marche mondiale des femmes, coordinatrice des jeunes pour le mécanisme de la société civile et des peuples autochtones. Est-ce que Sefo est là? Il a 5 minutes pour parler de cela. Sefo est-elle là? Merci de cette introduction et merci à Michel Fakri, à Gabriel et Monsieur David Navarro. Merci de vos contributions. Je vais répondre à certains d'entre vous dans les minutes qui suivent. Lorsque Monsieur David a parlé, il a dit que la plupart des points du mécanisme, le droit à l'alimentation et l'inégalité, et surtout sur l'alimentation nutritive et sur les mesures de court terme qui doivent être cohérentes et la connexion, aussi les liens entre les producteurs à petite échelle. Je voudrais donc commenter d'abord sur le groupe de réponse à la crise mondiale. Il y a eu plusieurs fausses situations qui étaient proposées par les pays de l'Ouest qui voient cette crise comme une autre opportunité pour faire du profit et pour accaparer des ressources. Nous avons par exemple 62 nouveaux billionnaires. Donc cela n'inclut pas les gouvernements. Ces recommandations n'ont pas de connexion, de coopération intergouvernementale. Il faut que ces prises de décision soient multilatérales. Il y a donc besoin d'un espace pour cette crise et le groupe de réponse fait de bonnes présentations, mais il faut des actions et une mise en œuvre de solutions au long terme. Les pays qui s'engagent devraient s'engager dans des espaces multilatéraux parce que cette crise demande la coopération. Je vais travailler sur la déclaration africaine de la consultation populaire qui a été signée par plus de 100 organisations, toutes les régions d'Afrique, et le nombre de signataires continue à grandir. Donc, je demande aux pays africains de soutenir la souveraineté alimentaire. Et cela a été fait par les paysans, les pêcheurs, les pasteurs, les travailleurs agricoles, les consommateurs insécures.
tous les groupes de la société qui se sont élevés, qui ont demandé au gouvernement d'agir à différents niveaux et pour qu'il travaille sur la souveraineté alimentaire dans le continent. Nous avons vu que la pandémie et la guerre en Ukraine, qui ont ajouté de nouveaux stress à la chaîne de valeur mondiale fragile et qui ont révélé leurs limites en termes économiques, environnementaux et sociaux. L'Afrique est une des premières victimes des inégalités mondiales. Et pouvoir économique subordonné à la scène alimentaire avec une voix limitée dans les décisions politiques qui affectent le gouvernement et ses nations. Affectés par des inégalités structurelles introduites au moment de la colonisation renforcées par les politiques libérales. Les pays africains souffrent d'une dépendance aux importations alimentaires et des niveaux non soutenables de dette qui affectent la capacité des gouvernements à mettre en place des mesures de protection sociale. L'extractivisme et l'accaparement des ressources par les grandes entreprises augmentent de multiples conflits armés qui viennent de l'accélération du marché des armes mondiaux. Ces conditions justifient la frustration et le désespoir des jeunes dans de nombreux pays et régions. Les femmes sont particulièrement affectées par ce fardeau et affectées par des violences basées sur le genre. La situation expose le besoin urgent de changements profonds avec un approvisionnement en nourriture de bonne nutrition et saine, basé sur des principes de justice, de droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire. Des acteurs économiques, géopolitiques puissants qui mobilisent et promouvoient des discours, des initiatives qui visent à renforcer et approfondir la dominance des systèmes alimentaires industriels mondiaux. Ces initiatives cherchent à mettre de côté une gouvernance agricole, un forum de responsabilité dans lequel les mouvements sociaux peuvent faire entendre leur voix et où les gouvernements pourraient se joindre et être tenus responsables. Le CSA est en faveur d'un tel modèle de gouvernance. Nous avons besoin d'un cadre d'action mondial. La déclaration africaine en appelle aux dirigeants africains pour avoir un espace pour pouvoir avoir une voix qui soit entendue. La transition des systèmes africains vers la souveraineté alimentaire veut dire que les producteurs s'organisent avec les consommateurs. Ils doivent avoir une voix dans l'élaboration de politiques publiques. La coordination des politiques mondiales doit être organisée et prendre en compte la voix des secteurs les plus affectés. Les réformes par le CSA, qui est une des seules plateformes où cela peut être fait. Et pour terminer, je voudrais remarquer que les discussions devraient se passer au niveau du bureau du CSA, mais là, il n'y a que quelques États membres. Il faudrait donc que les discussions soient plus étendues, comme nous avons eu. Nous avons donc besoin d'un espace au CSA
nous allons pouvoir aussi communiquer à de réponse des Nations Unies. Merci beaucoup. Thank you so much, Sefu. Um, Merci beaucoup for your intervention. votre intervention. I had to, step out J'ai and dû there reprendre is la no facilitation. connection Nous joining espérons que us. Perla pourra nous Maybe he can stay rejoindre for rapidement. Donc, merci the encore, c'est faux, results pour nous rappeler of du the résultat African, popular, de consultation la on consultation the africaine declaration, no, from this regional process. So thanks a dans lot. ce processus régional. Merci beaucoup. We will continue with Nous allons our continuer avec notre programme. Nous aurons un espace pour quelques questions, mais pour nous assurer que nos intervenants peuvent tous s'exprimer dans le temps qu'ils ont, nous allons continuer. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Saima de la Via Campesina au Pakistan. Saima, vous avez la parole. Thank you, Magdalena. Thank you Merci so beaucoup, Magdalena. giving me the floor. Merci And, beaucoup I de me will, laisser really like to participer. ask Betsy if you can show the video, like, J'aimerais vous demander si vous what video have pouvez you prepared for montrer us. la vidéo avant Thank tout. you. Merci. Voici un plan aérien de la province de Sindh au Pakistan, une semaine après les graves inondations. Presque tous les districts de Sindh sont inondés et cette vidéo montre l'étendue de l'eau partout. On dirait que c'est la mer qui est arrivée jusque-là. Là, ce sont d'autres images du Pakistan où la plupart des petites villes sont inondées. Et comme vous le voyez, l'eau a envahi ce village aussi. Si nous ne recevons pas souvent de nourriture et nous dormons dans la rue. Presque un tiers du Pakistan a été inondé. Ces images sont d'un village de la province Khyber Pakhtunkhwa. Le Pakistan a 4 provinces et les 4 ont été inondées. Ces images de la province de Khyber Pakhtunkhwa, près de la frontière avec l'Afghanistan, montrent l'étendue des dégâts qu'ont subis les populations pendant ces pluies dévastatrices et ces inondations. Ce sont des punitions pour un crime que le Pakistan n'a jamais commis. C'est l'Occident, c'est le Nord qui sont coupables du réchauffement climatique et nous sommes ceux qui en payent le prix. Ce sont d'autres images d'un autre village. Il n'y a plus d'eau, mais vous voyez, est-ce qu'on peut vivre dans cette maison? Le toit a disparu, les murs sont cassés. Il n'y a plus d'endroit où vivre. Il faut tout reconstruire, tout le Pakistan. Cela va coûter au moins 30 milliards de dollars. Et voilà encore d'autres images. Nous ne pouvons pas vraiment décrire avec des mots les dégâts dévastateurs. Thank you, Betsy, for the Merci beaucoup, video. Betsy, pour la vidéo. Describe the Cette situation vidéo Pakistan décrit right now la because situation of du Pakistan, ce qui se I passe à will cause also des talk about grosses pluies. Je vais the new aussi layer of the food crisis parler that has de been nouveaux niveaux de la crise all of you alimentaire know that dans le we monde. were Comme just vous le talking about savez when we were tous, just getting out of the COVID, but then the nous war sortons à became peine du international war Covid, became mais ensuite and la then guerre there en is a Ukraine new est food crisis arrivée. Donc is il y a une nouvelle coming crise up is that alimentaire this qui est ressortie resulted in de a tout massive cela. decline in the Ça a eu supply of un basic résultat food dans un déclin and de this food l'approvisionnement. also has led to the rise in the food Cela prices nous a globally. Food aussi
mener à une plus grande crise alimentaire dans le monde, et cela partout. Le coût a également augmenté. C'est très compliqué en ce moment au niveau économique. De nombreux pays ont arrêté aussi d'exporter des aliments puisqu'ils voient qu'il y aura un problème d'approvisionnement dans le futur. Donc l'export diminue aussi. Des pays comme le Pakistan qui ont connu des inondations ne seront pas peut-être capables d'avoir assez d'alimentation dans le futur. Donc ça va être très compliqué pour le pays. Et c'est la situation que nous vivons en ce moment. Il y a aussi les entreprises d'approvisionnement de l'alimentation qui sont du Nord, qui contrôlent l'approvisionnement, les prix, l'alimentation. Ils font aussi partie de ces raisons pour lesquelles les prix de l'alimentation ont augmenté. Au Pakistan, alors, comme vous le voyez dans la vidéo, la situation est très compliquée. Après le Covid, nous connaissons cette situation avec les inondations. Donc, nous avons aussi une crise alimentaire. Nous pouvons voir que toutes les structures dans les villages et dans les villes ont été détruites à cause des inondations. Donc, des centaines et des milliers de personnes n'ont plus de maisons. Leurs maisons ont été détruites. C'est une situation très compliquée. Les enfants et même des familles entières vivent au sol, dans les rues. Ils n'ont pas de maison. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup de moustiques également. Le Pakistan a plus de 100 districts et une grande majorité connaissent cette situation. Il y a aussi du stock qui a été détruit. Au Pakistan, il y a eu aussi de nombreuses personnes qui vivaient du bétail et le bétail a disparu lors des inondations. C'est une situation très critique dans ce pays. Au niveau économique aussi, nous essayons de faire face à ce problème malgré les dettes. Nous avons des problèmes pour trouver des solutions à ces crises. Le gouvernement n'aborde pas les problèmes des personnes. Il gère tout au plus haut niveau, mais ne s'occupe pas de la population. C'est vraiment compliqué pour pouvoir nourrir les personnes. C'est la situation actuelle. Les réponses du gouvernement sont pratiquement absentes. Donc, nous avons des organisations de la société et d'autres organisations pour les personnes qui essayent de travailler en ce moment. Les personnes sont encore en train de reconstruire les structures, surtout parce que la plupart des constructions en terre ont été détruites. Donc il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, puisque beaucoup de personnes vivent dans des situations très vulnérables. J'ai pu me déplacer dans certaines de ces zones. C'était vraiment
compliqué de voir les personnes dans ces situations, surtout les femmes et les enfants. Il y a des femmes enceintes qui donnent vie dans cette situation. Il n'y a rien. Elles ne peuvent rien faire d'autre parce qu'elles n'ont pas d'accès à des centres médicaux ou autres. Le Pakistan, en ce moment, c'est un des pires exemples du changement climatique en ce moment, alors qu'il ne participe pas beaucoup aux émissions de carbone. Et ce changement climatique, vraiment, personne n'aborde ce problème. Il n'y a pas seulement le Pakistan, il y a aussi d'autres pays qui ont souffert, qui ont subi les conséquences. Par exemple, les Philippines, qui a été frappée il y a peu par une nouvelle catastrophe. Il y a beaucoup de cyclones, d'inondations en ce moment qui frappent les personnes vulnérables et les pays les plus vulnérables. C'est un problème qu'il faut aborder. Il faut également aborder cette crise alimentaire, évidemment, puisque dans le futur proche, nous pouvons voir que cela va être de pire en pire pour, par exemple, le Pakistan, qui se trouve vraiment dans une situation très mauvaise. Et nous ne pouvons pas savoir ce qu'il va se passer pour une grande partie de la population. Je pense que c'est quelque chose de très sérieux et il faut vraiment commencer à travailler rapidement. Nous ne pouvons pas parler des politiques à long terme, etc. C'est parce que vous ne voyez pas les personnes qui sont assises sur le bord de la route et qui n'ont plus d'habitation. Ils ont juste besoin d'un refuge, ils ont besoin d'alimentation, d'aliments. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Saïma. J'aimerais beaucoup exprimer notre solidarité avec le Pakistan qui souffre de cette situation avec toutes ces inondations et ces paysans qui sont forcément déplacés. Évidemment, il faut prendre soin du territoire. J'aimerais aussi montrer notre solidarité avec nos collègues, avec les peuples aussi qui souffrent, qui subissent l'ouragan à Porto Rico, à Cuba, une partie des États-Unis aussi, et également à tous nos amis, tous nos peuples qui souffrent des conséquences du changement climatique à cause d'un modèle qui se base sur la destruction de la nature. Et c'est pour ça qu'il faut que nous parlions de souveraineté alimentaire, puisque les peuples sont ceux qui prennent soin, qui s'occupent de leur alimentation et de l'environnement. Alors merci beaucoup pour vos mots, Saïma, et nous envoyons beaucoup de force au peuple pakistanais. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Hala Barakat, qui fait partie du mécanisme pour la société civile et les peuples autochtones en Égypte. Elle a des mots-clés grâce à ses consultations. Alors voilà, merci Saïma et bienvenue Hala. Merci beaucoup Parla, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette réunion, à cet événement jusqu'à présent. Ce que je vais essayer de faire, c'est de parler des recommandations par rapport à ce qui a déjà été présenté. Les interventions ont été importantes et fortes. Nous voulons présenter cette partie du rapport pour voir ce qui est nécessaire de faire. Pour le moment, il nous faut des demandes à court terme et à long terme. Ces demandes à court terme
sont nécessaires, elles doivent être appliquées maintenant. Nous pensons qu'elles doivent être cohérentes aussi avec les mesures à long terme pour transformer le système alimentaire. Les mesures à court terme incluent la fourniture d'une aide humanitaire, mais en faisant cela, elles doivent aussi renforcer les systèmes alimentaires locaux durables, soutenir aussi les initiatives des communautés et de solidarité. Et elle devrait réglementer la distribution des aliments ultra transformés qui ne devraient pas être permis, la garantie de l'accès des petits producteurs alimentaires aux intrants de production. Les mesures à court terme aussi devraient stopper la spéculation alimentaire, restructurer aussi et annuler les dettes privées et publiques. Ça peut être des mesures à court terme et à long terme. Il faut aussi introduire rapidement un moratoire sur l'utilisation et la transformation des produits agricoles de base à des fins non alimentaires et également taxer les plus gros bénéfices de l'extrême richesse. Ça, ce sont les mesures à court terme. Pour les mesures à long terme, comme Selma l'a dit, déjà, je vais faire un petit résumé. Tout d'abord, le premier point, c'est de rompre la dépendance aux importations alimentaires et soutenir l'approvisionnement alimentaire national. Le problème, ce n'est pas la production alimentaire, ce n'est pas la quantité d'alimentation présente, c'est la façon dont elle est produite. Donc, il faut assurer et promouvoir le renforcement des économies paysannes et de l'agriculture familiale avec une attention particulière pour les jeunes et les femmes au lieu d'accroître la dépendance au marché mondial. Les marchés publics doivent être utilisés pour garantir l'accès au marché à des prix qui rémunèrent les petits producteurs alimentaires. Au niveau des collectivités locales, clé pour l'articulation entre les zones rurales et urbaines. Ensuite, il faut transformer les systèmes alimentaires par l'agroécologie. La priorité doit être donnée à une réforme agraire globale et populaire. Les droits des peuples à l'accès et au contrôle des terres et des ressources doivent être assurés et les modèles de production traditionnels et ancestraux garantis. Donc cela inclut la protection des graines, aussi des connaissances paysannes, surtout les connaissances des femmes ou des signes de pêche aussi pour les pêcheurs. La participation des jeunes à ces processus doit être encouragée aussi. Les politiques aussi doivent interdire progressivement les pesticides et les engrais de synthèse. Ensuite, il faut mettre en œuvre la souveraineté alimentaire, limiter le pouvoir des entreprises, et transformer les règles du commerce. Le commerce et les investissements doivent être réorientés pour servir les personnes et les sociétés, et non les entreprises. Mettre fin aux accords de libre-échange et en démantelant les accords existants de l'OMC. Également, des mesures basées sur une économie sociale et solidaire doivent être adoptées. Les gouvernements doivent réglementer les prix et le pouvoir de marché des entreprises. Les gouvernements aussi doivent introduire et appliquer des instruments juridiques pour interdire la spéculation financière sur les produits de base. La dette extérieure doit être réduite et progressivement éliminée et les impôts sur les bénéfices des entreprises doivent être plus élevés. Nous avons vu que c'est important aussi avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les réserves alimentaires aussi doivent être soutenues pour protéger la population des crises. Et tout cela doit être fait en garantissant les droits de l'homme et le multilatéralisme démocratique. La paix, la justice et l'égalité, en tant que base de toute vie sociale, sont au cœur de la vision d'un système, de cette transformation du système, qui doit aussi protéger et promouvoir les droits de l'homme et les droits des communautés.
Il faut aussi accorder une attention particulière aux droits des populations marginalisées, telles que les paysans, les peuples autochtones, les pêcheurs, les femmes, les jeunes aussi, les agriculteurs, les consommateurs. La sécurité des défenseurs des droits humains doit être assurée, surtout celle des défenseurs du droit à la terre et à l'eau, pour protéger les droits des cadres tels que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et la Déclaration des Nations Unies sur le droit des paysans et d'autres personnes travaillant dans les zones rurales et les dispositions de l'OIT pour la protection des travailleurs et des peuples autochtones doivent être reconnues et mises en œuvre. Un contrôle démocratique doit être exercé sur les systèmes et les politiques alimentaires avec un rôle efficace et décisif pour les Nations Unies. Ce qui m'emmène maintenant à mes remarques finales. Nous soulignons la nécessité d'une orientation politique coordonnée et cohérente pour faire face aux crises actuelles et aux crises futures. Parce que les demandes issues des consultations populaires identifient les actions à entreprendre à tous les niveaux. Il y a eu une forte prise de conscience du fait que les pays et les régions peuvent faire davantage pour transformer les systèmes alimentaires. Dans le même temps, les obstacles au changement doivent être abordés au niveau mondial. Et c'est là où une coordination des politiques est nécessaire de façon urgente pour faire face à la crise actuelle et pour s'attaquer à la défaillance structurelle de nos systèmes alimentaires, pour prévenir les crises futures. Depuis l'apparition du Covid, le MSCPA plaide pour que le CSA adopte ce rôle de coordination mondiale. La coordination mondiale doit être mise en œuvre au sein d'un mécanisme de gouvernance multilatérale inclusif qui donne la priorité aux voix des pays et aux groupes les plus touchés. Il s'agit notamment des pays à revenus faibles ou intermédiaires et des pays où il y a une grande insécurité alimentaire et ceux qui accueillent de nombreux réfugiés. Les réponses politiques doivent être ancrées dans une approche globale fondée sur les droits humains, reconnaissant aussi l'action des personnes les plus touchées en tant que détenteurs de droits. Les réponses à court terme doivent être cohérentes avec les objectifs à plus long terme de transformation des systèmes alimentaires. Le CSA a été réformé à la suite de la crise des prix des denrées alimentaires en 2008 et est devenu la principale plateforme inclusive sur la sécurité alimentaire et la nutrition et la réalisation progressive. Il a déjà développé des instruments politiques pertinents qui sont directement liés à la volatilité des prix alimentaires, à la protection sociale, aux crises prolongées, à l'agriculture des petits exploitants et à l'accès au marché. Par exemple, le CSA devrait utiliser le cadre stratégique mondial pour la sécurité mondiale et la nutrition. Le CSA s'appuie sur un groupe interdisciplinaire d'experts de haut niveau dont les membres ont fourni une analyse de la crise alimentaire. Le CSA est le seul forum multilatéral inclusif existant dans lequel les différents aspects de la crise multidimensionnelle peuvent être discutés sous l'angle des droits humains. À cet égard, le CSA peut fournir une orientation aux gouvernements nationaux ainsi que des directives sur la manière d'orienter les financements internationaux et d'aborder les questions internationales. Le soutien du groupe d'experts pour mettre en place un mécanisme à prévenir les crises futures. Les consultations populaires ont montré que la nature multidimensionnelle de la crise doit être évaluée. Une discussion approfondie est nécessaire sur la façon de briser la dépendance des pays aux importations alimentaires et aux intrants externes et de renforcer la résilience pour les crises futures. La lutte contre l'augmentation des inégalités doit se fonder sur une compréhension approfondie de l'impact du modèle économique mondial sur les systèmes alimentaires, et les changements sont nécessaires pour apporter aux règles et aux dispositions institutionnelles mondiales une transformation au niveau de la fiscalité, la dette, les marchés financiers, les investissements et les finances publiques. Les gens sur le terrain sont convaincus que la souveraineté alimentaire et l'approvisionnement alimentaire relocalisé peuvent aider et que la transformation des systèmes alimentaires est plus urgente que jamais. La résilience des systèmes alimentaires locaux a déjà été mise en évidence pendant la pandémie. Une transformation significative doit donc se concentrer sur le bien-être des personnes et de la planète.
Et la transformation de notre système alimentaire n'est pas un simple rêve, avec des approches plus durables qui sont déjà en train d'être construites par des communautés sur le terrain. Il nous faut supporter ces initiatives et ces résultats sont merveilleux. Alors nous demandons au gouvernement, aux partenaires de travailler pour les personnes, pour le bien des personnes. Merci. Muchísimas gracias, Hala. Merci beaucoup, Hala. Je vois que tu as repris nos demandes principales. Et comme tu as dit, on espère qu'il pourra y avoir un écho qui soit fait lors de la séance du Conseil pour que nous soyons entendus et que nous puissions travailler ensemble dans le CSA, qui est un espace important pour nous et que nous pensons qu'il doit être leader pour les réponses. Merci beaucoup, Hala. J'aimerais donner la parole à Victor Suarez, le ministre de l'Agriculture au Mexique, pour qu'il puisse nous parler aussi en 5 minutes ou même moins, qu'il puisse nous parler un peu de l'expérience du Mexique. Merci beaucoup, Perla. Merci beaucoup au mécanisme pour la société civile et les peuples autochtones. Merci de m'avoir invité pour voir les réactions des gouvernements ici du Mexique. Tout d'abord, j'aimerais féliciter le MSCPA pour ce rapport que nous soutenons vraiment. Nous pensons qu'il est nécessaire de mettre en emphase le besoin de transformation structurelle des systèmes agroalimentaires globaux et des mécanismes de gouvernance face à la confluence de nombreuses crises récurrentes d'un modèle fait pour le marché, pour les grandes entreprises qui augmentent l'insécurité alimentaire et qui sont aussi un facteur de la déstabilisation sociale, économique, climatique et de la démocratie dans de nombreux pays et régions du monde. Au Mexique, à partir du triomphe du président Andrés Manuel López Obrador le 1er juillet 2018, nous avons un agenda de transformation démocratique qui veut laisser de côté le néolibéralisme et construire un état de bien-être basé sur les droits humains avec une souveraineté nationale et avec une cohabitation pacifique avec tous les pays et peuples du monde. Parmi les principes centraux de notre gouvernement, nous avons la séparation du pouvoir économique, du pouvoir politique et l'élimination du conflit d'intérêts dans les décisions de politique publique. Un principe central aussi de notre gouvernement est le combat contre la corruption et la fin des privilèges et des dépenses gouvernementales. Dans ce contexte, depuis le 10 décembre 2018, le premier jour du gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador, nous avons repris l'autosuffisance alimentaire en tant que base de la nouvelle politique agroalimentaire qui se base sur différents axes. L'autosuffisance alimentaire, d'abord avec des aliments basiques et de la technologie, la priorité mise sur les petits producteurs avec une transition agroécologique sans glyphosate ou autres engrais dangereux, une alimentation saine avec des régimes traditionnels et une lutte contre les aliments et boissons ultra transformés et une réorientation complète. La interpretación. Victor, est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus lentement pour l'interprétation? Oui, bien sûr, pardon. Pour le bien de tous et tout d'abord des plus pauvres. Un ensemble de programmes prioritaires de transferts fiscaux directs ont été mis en place avec des programmes de bien-être et des programmes de production agricole. C'est une dépense de 20 000 millions de dollars en faveur des personnes et des producteurs qui ont moins d'argent dans tout le pays. Parmi les programmes de production, nous avons les suivants, une pension pour les majeurs, des bourses scolaires aussi, un autre programme qui s'appelle Les jeunes construisent le futur avec des bourses d'apprentissage d'un travail
entre autres, et pour les programmes de production agricole et alimentaire, nous avons la production pour le bien-être, 2 millions de petits producteurs de grains basiques, le café, la canne à sucre, le miel et le cacao, avec un soutien économique, accompagnement pour la transition écologique. Nous avons le programme Sembrado Vida. C'est un paiement de 250 dollars pour les producteurs dont 2,5 hectares avec un accompagnement pour la reforestation de leurs parcelles. Pour les systèmes agroforestiers, nous avons aussi un programme prix de garantie pour les petits producteurs de maïs, faire des engrais. C'est-à-dire que nous livrons des engrais chimiques gratuits pour 8. En 2003, il y aura 2 bénéficiaires. Nous avons Bienta aussi. Nous donnons un soutien économique direct pour 200 000 pêcheurs. Nous avons aussi le programme Absto Rural. C'est un système pour l'approvisionnement en aliments et produits de première nécessité. Nous avons aussi le programme d'Abasto Social, la vente de lait à moindre prix. Par rapport à l'année dernière et ce qu'il s'est passé suite à la crise de l'Ukraine, le gouvernement a établi des actions réponses spéciales contre l'inflation. Nous avons eu 20 000 millions de dollars dépensés pour stabiliser les prix des carburants, du gaz et de l'électricité. Nous avons une inflation énergétique moindre, à 0,8% au Mexique, par exemple, contre 1,7% aux États-Unis et 3,9% dans la zone euro. C'était quelque chose aussi important pour le président, pour la production, pour l'autoconsommation. On a mis en place aussi la création de réserves stratégiques d'aliments, un réglage aussi des hausses des prix de garantie, un investissement public aussi pour augmenter la capacité de production des entreprises de l'État d'engrais. Nous avons augmenté aussi à 2 millions les producteurs bénéficiaires du programme de distribution d'engrais gratuits. Nous avons aussi encouragé la production locale d'engrais organiques et autres. Et nous avons mis en place un panier alimentaire avec une limite de prix. J'aimerais dire aussi que face à la crise mondiale, le président du Mexique a fait un appel pour trouver un accord pour arrêter la guerre en Ukraine et réussir à trouver une trêve d'au moins 5 ans en faveur de la paix entre toutes les nations pour pouvoir dédier tout ce temps à faire face aux grands et graves problèmes économiques et sociaux qui touchent tous les peuples du monde. La politique, c'est le seul instrument que nous avons pour éviter la guerre, mais cependant, des groupes d'intérêts qui se situent au niveau du pouvoir économique trouvent que c'est une bonne solution d'aller vers le conflit armé une fois que cette erreur a été commise, au lieu de le modifier. On continue sans faire attention aux souffrances des peuples, aux dommages créés au bien-être des nations et des sociétés. Le président du Mexique a proposé la création d'une commission de paix et de dialogue pour intégrée par le Premier ministre de l'Inde, le secrétaire général de l'ONU et le pape François. Cette proposition a été présentée ces derniers jours au Conseil de sécurité des Nations unies parce que sans paix, avec des sanctions, avec des blocs, une augmentation de la dépense de la guerre, la crise mondiale va s'aggraver évidemment. C'est pour cela que dans le rapport, il faut parler, avoir des références à la guerre, à la paix
mais il faut être pour trouver une solution au conflit armé et arrêter les blocages. Alors, nous suggérons qu'avant tout, il y ait un appel pour la paix, la fin des hostilités, la fin des sanctions, des blocs économiques aussi en Ukraine et dans toutes les régions en conflit du monde. C'est quelque chose de grave de nos jours, la normalisation de la guerre et des blocus économiques, la normalisation aussi de la passivité de la FAO et des Nations Unies et des autres organismes. C'est pour cela qu'il est important de faire aussi un appel énergique à la FAO pour qu'ils arrêtent d'être passifs et qu'ils prennent le leadership avec le CSA et qu'ils puissent établir un groupe de travail ouvert où on pourrait convoquer les participants des pays membres comme d'autres agences des Nations Unies pour avoir une transformation des systèmes alimentaires globaux et de bonnes actions. Voilà, ça c'est ma contribution et voilà, j'aimerais me répéter que nous sommes d'accord avec le rapport qui parle des droits humains et tout ce qu'il contient. Merci beaucoup. Muchas gracias, Víctor. Muy importante las contribuciones. Va a ser Merci beaucoup, Victor. Nous remercions aussi de nous faire part de l'expérience du gouvernement mexicain. Je vais vous présenter les excuses. Mehdi Moungui est absent. Il a une urgence et ne peut être avec nous. Cela nous donne la possibilité d'avoir quelques interventions très brèves avant de terminer ce webinaire, pardon. Il nous reste 5 ou 6 minutes. Interventions, commentaires sur le chat. La plupart sont en anglais. Je ne vais donc pas pouvoir les partager avec vous, mais vous pouvez les lire. Il y a beaucoup de contributions, de commentaires qui sont très intéressants et dignes de les lire, bien que je ne puisse le faire. Mais qui veut prendre la parole? Personne n'a levé la main. Ah, voilà. Gabriel. Merci beaucoup, Perla. Je vais reprendre quelques éléments de la conversation, si personne d'autre ne lève la main. Dans ces commentaires, je voulais mettre l'accent sur l'importance de ce qui se passe au Mexique. Il est intéressant de voir des pays qui réagissent de façon très adéquate à la crise. L'Espagne a essayé de protéger les prix, par exemple, a essayé d'élargir les superficies des producteurs avec des prix minimes et d'autres positions positives qui devraient être entendues là où c'est intéressant. Il est possible que je ne me suis pas bien exprimée lorsque j'ai référé lorsque j'ai parlé du bureau, je voulais dire aussi le comité consultatif.
nous sommes tous compris dans la société civile, le bureau et le comité consultatif. Je m'engage à apporter cela devant le CSA, ce cadre commun adopté par le comité. Ce que le comité approuve est approuvé par 150 pays. Donc, toutes mes déclarations en tant que président du comité vont dans cette direction, ainsi que le contenu des rapports que j'ai présentés. Mais le comité, en tant que comité, ça doit être adopté par 150 pays. Et quelquefois, il y a des difficultés, comme vous pouvez l'imaginer, de nous mettre d'accord sur les décisions les plus importantes. Mais je m'engage à cela, Perla, et j'espère que votre voix et vos demandes vont s'entendre fortement dans la plénière. Et j'espère que, en tant que président, je ferai tout le possible pour que vos voix aient un impact. Et merci à tous les participants. Merci beaucoup, Président. Et nous espérons sortir tous renforcés de cette session et que nous jouions un rôle prépondérant dans la crise et les crises, toutes les crises que nous voyons. Nous espérons que ça a été une très bonne session avec une très grande participation. Et nous espérons que nos propositions et nos demandes vont être entendues. Merci beaucoup. Nous arrivons maintenant à la clôture de ce séminaire virtuel. Je ne voudrais pas fermer sans remercier la cantine populaire de Brésil avec Evelyne, Carla et André. Ça a été très intéressant de voir comment les peuples sur le terrain apportent des solutions à la crise. André, tu veux dire quelques paroles? Merci beaucoup, Perla. Ici, voilà le rapport global que nous voudrions qu'il arrive sur le terrain aussi. Et il doit être partout, en haut, en bas, à droite, à gauche. Nous devons produire des aliments et manger est un acte politique. Cette cantine populaire est politique. La cuisine urbaine, c'est une action politique. Avec la très bonne odeur de la cuisine, eh bien, nous faisons de la politique. Une cantine qui produit jusqu'à 600 repas par jour. Et c'est la transformation qu'il faut faire, que nous devons faire ensemble jusqu'à la victoire. Merci. Nous vous invitons tous, toutes les organisations internationales, la FAO, le CSA, à venir au Brésil, à venir rencontrer et manger dans ces cantines. Et un grand salut à tous les camarades qui, en ce moment, à Porto Rico, Cuba, Floride, sont affectés par le changement climatique. Nous sommes tous unis. Merci André, Carla, Evelyne de Bransamor, la cantine communautaire. Merci de ce rapport qui nous fait part de vos paroles, de vos sentiments, de vos rêves, de vos aspirations.
au niveau national et au niveau international. Merci à tous. À la prochaine. Au revoir. C'est un acte d'amour qui est un acte Au revoir. politique, tout comme l'alimentation. Thank you so much. Merci à tous. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Au revoir, au revoir. Au revoir, Au revoir à merci. tout le monde. Merci.